Nous restons sur le thème de la trace, bien évidemment. Et Valéria là, nous a dit combien l'importance de l'écriture, l'écriture participe à garder la trace. Et voilà, on va aussi pouvoir dire comment dessiner, comment sculpter, comment peindre, enfin, dans tous les cas, participe à se faire trace et à son importance. Je rappellerai juste, en fait, que de ce qu'on en sait, en tous les cas, la peinture a précédé l'écriture, que l'écriture est assez récente, à peu près moins 3500 ans. L'écriture naît en Mésopotamie, elle vient en Europe, elle se développe en Europe à peu près à partir du 5e siècle, donc vous voyez, c'est assez récent. Alors que la peinture, dont on trouve la trace dans l'art pariétal, les plus anciennes traces d'art pariétal qu'on peut avoir, c'est-à-dire de peinture ou de sculpture, de gravure, de griffure, faites sur des parois, sur la roche, dans les grottes, etc., remontent à peu près à moins 65 000 ans. Et pour vous donner un point de repère, Lascaux, par exemple, c'est à peu près moins 15 000 ans. Donc vous voyez, ce que je veux partager avec vous, c'est qu'au fond, faire trace est une pratique extrêmement ancienne dans laquelle nous nous inscrivons et qui se poursuit aujourd'hui. Faire trace, je connais Catherine depuis plusieurs années, je suis son travail. Catherine est une artiste plasticienne qu'on pourrait situer dans le courant de l'art brut, si ça te convient à peu près. Et elle travaille à partir de matériaux, notamment qu'elle récupère, à partir de tôles, à partir d'éléments qu'elle peut glaner ici et là, des matériaux qu'elle raccommode, qu'elle travaille en découpant, en perçant, en rafistolant. Donc un travail où elle transpose en fait sur une matière qui est dure, qui est difficile, qui est rugueuse, qui n'est pas sensible, qui est le métal, et elle pratique en tous les cas des gestes qui sont celles que font les femmes depuis des millénaires, qui sont celles du travail du tissu, du fil, et qui là aussi sont dans le raccommodage. En tous les cas, cette notion de raccommodage, elle m'intéressait bien aussi dans ce qui était exprimé tout à l'heure par Marion. Et donc, quand il s'est agi en fait au niveau de la coordination bretonne de travailler en fait sur ce thème de la trace, c'est vrai que ça pour moi tout de suite fait penser à ce que m'avait présenté Catherine d'un carnet intime qu'elle a réalisé au long de l'accompagnement de sa mère en fin de vie. Et c'est ce carnet que nous allons pouvoir feuilleter ensemble avec elle. Et pour que vous puissiez le faire, pour qu'on puissiez le voir, en tous les cas, je vais demander à Catherine de nous redonner quelques éléments de son travail, on peut dire, avant cette expérience de l'accompagnement, de façon que vous puissiez déjà situer quel était son travail majeur. Elle travaille beaucoup sur la question de la violence d'aujourd'hui et aussi plus particulièrement de la violence faite aux femmes. Donc, resituer en tous les cas quelques éléments de ce travail pour ouvrir ce carnet et puis aussi voir en quoi ce carnet lui a été aidant et utile en tous les cas pour vivre cet accompagnement avec sa mère, et puis en quoi ce travail fait dans ce carnet aussi a trouvé des prolongements que vous avez pu aussi voir dans l'entrée, là dans la rotonde, mais qu'on va vous présenter maintenant. Voilà, Catherine, je te laisse nous dire les années 2010. Oui, voilà, parce que j'ai fait d'autres travaux avant, mais c'est surtout ça marche pas. Alors, il faut que je me dirige vers où pour que ça marche. J'appuie, mais c'est pas grave. En fait, j'ai commencé ce travail en 2010, qui était beaucoup plus engagé, même si avant j'ai fait d'autres choses. Mais c'est vraiment cette exposition qui s'appelait « Ma grand-mère est sortie de sa tombe et le sacrifice des femmes », qui était vraiment sur la violence envers les femmes
Et en fait, c'est vraiment lié. J'ai toujours un travail entre ma vie personnelle, mais qui incroyablement devient des problématiques universelles. Et moi, c'est ce qui m'intéresse en fait de faire le parallèle. Et là, c'est vraiment pour parler des violences envers les femmes, parce que je suis une femme et parce que culturellement on promène tout ça, et des problématiques de ma famille. Donc j'ai fait cette exposition-là. Oui, je veux bien, merci. Là, c'est une installation qui a été faite complètement dans le fond d'une galerie. Et donc, qui parle de ça, qui parle de ma grand-mère, qui parle déjà de la mort, qui parle déjà de la difficulté de cette tête à l'envers, de ces corbeaux qui sont tout autour. Et sur ce fond de cimetière, je pense que vous voyez bien. On peut passer à la suivante. Là, c'est des gros plans de cette installation. Et après, j'ai fait une série de boîtes que j'ai appelées des boîtes à souffrance. Là, chaque boîte parle d'une violence envers les femmes. Ici, ça parle beaucoup de pendus, de suicides. Et chaque boîte a un prénom, qui sont soit des prénoms symboliques de femmes. J'ai des boîtes qui s'appellent Frida, en hommage à Frida Kahlo. Là, ici, les 3 femmes, c'est des prénoms de femmes de ma famille. Là, cette boîte s'appelle Zina. C'est sur la lapidation. Parce que j'étais beaucoup choquée d'apprendre que les femmes lapidées, on les enterre jusque-là, alors que les hommes, on leur laisse les bras en dehors. Donc voilà, donc chaque boîte a son histoire. Et j'ai voulu vraiment mettre un prénom pour vraiment humaniser aussi, et que ça soit pas complètement, que ça soit pas juste un discours en fait. Là, on revient en arrière. Et donc à chaque fois que je travaille sur des thèmes ou sur des expositions, je fais un carnet. Donc là, c'est un extrait du carnet sur les violences envers les femmes. Voilà, donc je note des choses. Là, il s'agit d'un poème de Baudelaire qui s'appelle La Charogne. Et l'image qu'on voit à côté, c'est une image de viol, scène d'après-viol d'Autodix. Donc en fait, je me documente beaucoup quand je traite des sujets pour... je pense que c'est aussi pour me rassurer de savoir qu'il y a d'autres gens qui ont travaillé sur ces sujets qui sont difficiles. Et je pense que ça m'épaule beaucoup de savoir... qu'il y a d'autres artistes, quels qu'ils soient, qui travaillent aussi sur ces thèmes-là. Parce qu'il y a des fois, je me sens un petit peu toute seule dans ma démarche, parce que quand on est tout seul dans l'atelier, c'est assez difficile parfois. Et donc après ça, après ce truc des violences envers les femmes, j'ai travaillé beaucoup sur la problématique de communication, et notamment du couple, mais au sens large, c'est-à-dire l'autre. Et j'ai fait beaucoup de dessins. Là, du coup, je suis passée au dessin, avec beaucoup sur l'échange et comment on gère le rapport à l'autre et le rapport à soi, du coup. Donc, à travers des dessins et à travers des sculptures. Donc, comme disait Michel, c'est des sculptures qui sont faites dans des bidons, des gros bidons d'huile. Ça m'intéressait de travailler ce matériau parce que c'est un matériau qui a déjà eu une vie et je lui en donne une autre. Parce que c'est un matériau difficile, que je me coupe beaucoup et qu'il y a un rapport à la difficulté de travailler avec les outils. Et aussi parce que je découpe et je fais beaucoup de couture. C'est-à-dire que toutes les sculptures, elles sont toutes cousues. Il n'y a pas de soudure. Et c'est arrivé comme ça parce que j'avais envie de parler beaucoup de réparation. C'est comment on répare les choses, comment on peut redonner vie à quelque chose qui est cassé. Donc voilà, c'est une façon de travailler, mais qui a un vraiment rapport entre le contenant et le contenu. Ah, ouais, si, je l'ai là. Là, c'est pareil, c'est un autre exemple de couple aussi.
J'ai souvent des choses entre l'intérieur et l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de références au squelette, qui est assez primitif dans la façon de représenter, mais voilà. Et on peut passer à la suivante, où là on voit bien aussi toutes les coutures et toutes les réparations et tout ce qui se passe à l'intérieur en fait. Donc de travailler sur là on revient un peu aux violences envers les femmes, c'est que de travailler justement toute seule dans mon atelier, il y a un moment donné j'ai eu besoin d'aller vers les femmes en vrai. Et donc je suis passée par la photo et j'ai demandé à des femmes de 18 à 77 ans d'inscrire sur leur corps au stylo bille ce qu'elles avaient envie de dire, des messages. Donc on était dans la limite du tatouage, mais pas dans le tatouage qui marque à vie. Et donc j'ai fait une série de photos comme ça avec énormément de femmes. C'était très émouvant de travailler avec ces femmes parce qu'elles m'ont énormément donné. Du coup, je me suis sentie un petit peu envahie par tout ce qu'elle me donnait. Et moi, je suis qu'une artiste. Et j'avais l'impression de ne pas avoir les moyens de redonner ou d'écouter correctement. Donc ça m'a emmenée très loin. Et j'ai commencé ce projet-là en 2011. Et ça a pris du temps parce que tout ça, c'est dans le temps. Et fin 2011, je demande à ma mère de participer. Là, on peut passer à l'image suivante. Merci. Et ma mère décide de me donner 3 textes qu'elle écrira sur sa peau. Enfin, des fois, je l'aide parce que c'est à des endroits où elle ne peut pas écrire elle-même. Et elle me fait « L'amour d'un enfant, la joie se reflète dans ses yeux ». Ça, c'est la première image. La deuxième, c'est « La paix dans le monde serait le plus beau des cadeaux ». Et la troisième, « Le sourire d'un enfant reste le plus merveilleux ». Et quand je fais ces photos avec ma mère, elle sait qu'elle est malade, moi je ne le sais pas. C'est du coup 3 cadeaux énormes qu'elle me fait. Excusez-moi, ça me rend un peu émue. Et du coup, ce projet de photo, j'ai failli l'arrêter parce que c'était trop d'émotions pour moi. Et puis après, je me suis dit non, il faut que je le continue parce que faut que les gens voient ce que ma mère aussi m'a donné. Et plus les autres femmes. Mais du coup, il y avait un côté plus émotionnel avec le fait que ça soit ma mère. Et donc ça, je fais ces photos en décembre 2011. Et là, on va passer au carnet. Ah non, parce que là, c'est des photos de l'installation de toutes ces photos. En fait, j'ai fait des très grands tirages et on se retrouvait comme un labyrinthe et enfermé dans tous ces messages de femmes. Et là, on vient sur le carnet. Ça, c'est le premier dessin que j'ai fait. C'est-à-dire que moi j'habite à Paris, ma mère s'est retrouvée à l'hôpital à Angers. J'arrive dans la chambre d'hôpital, elle dort. Et ça, c'est l'image que j'ai faite en la voyant dormir. Première image on va dire, de mort. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Et quand je revois ce dessin, moi je ne sais pas là encore qu'elle est malade, elle est juste admise à l'hôpital. Et là, j'apprends qu'elle est malade. Et c'est la douleur d'avoir une mère que j'ai représentée comme une louve. J'ai 2 sœurs, donc on est 3 filles. Et c'est les 3 qui sont en dessous et qui se disent voilà, toute la question de pourquoi elle, pourquoi nous, pourquoi. Et on n'a pas de réponse. Et toute la douleur que ça peut représenter. Donc en fait, moi, dans le parc, quand j'ai suivi ma mère, ça a été une nécessité de faire des dessins, parce que c'est ma façon de m'exprimer, que c'était trop envahissant à supporter, trop difficile, et que faire ces dessins m'a servi à vivre tous ces moments difficiles. Donc en fait, j'ai un carnet, j'ai plein d'autres images, je peux vous le laisser à disposition si vous voulez le regarder. Là, on a choisi vraiment des images qui sont symboliques du parcours, en fait. Donc là c'est
Oh, je ne sais plus si c'est un scanner ou IRM, je ne suis pas très forte dans les trucs médicaux. Et donc je reprends en fait ce que je fais dans mes sculptures, c'est-à-dire que je fais un tirage et je détruis cette image et après je tente de réparer. Je ne sais pas si on voit bien, mais c'est des coutures partout en me disant mais qu'est-ce que je peux faire, moi, sa fille, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, qu'est-ce que je peux faire pour la soigner, et je ne veux pas admettre, quoi. Cette image-là, c'est la douleur aussi de l'attente, parce qu'on attend des résultats. On nous a presque déjà dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir, mais on ne veut pas le croire, évidemment. Et on attend les résultats de la NAPAT. Alors, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, mais on attend, et tous les jours, il n'y a pas les résultats, et on nous dit ANAPAT, ANAPAT. Et moi, je suis là, qu'est-ce que ça veut dire, ANAPAT ? Et donc, ça représente la douleur de l'attente, en fait, qui est hyper compliquée, parce que en même temps, on attend, on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir, mais malgré tout, on ne veut pas y croire. Donc ça nous met dans un espace-temps qui est complètement étrange, en fait. Alors, le souci, c'est que ma mère a fait un déni de sa maladie. Donc là, ça représente vraiment comme une autruche qui met la tête dans le sable. Et du coup, ça, c'est très compliqué aussi, parce que quand on ne peut pas en parler, parce qu'elle ne voulait pas parler de sa maladie, elle ne voulait pas parler de l'éventualité de la mort. Du coup, c'est très compliqué à gérer, parce qu'on ne peut pas en parler, parce qu'il faut faire semblant que la vie continue, il faut faire semblant que rien n'arrive, que rien ne se passe, que tout est comme avant et que tout sera comme ça a toujours été, alors qu'on sait bien qu'il y a une fin, quoi. Donc là, la page de gauche, ça représente plus la douleur comme une louve qui hurle à la mort. Et la page de droite, c'est vraiment le choc. Je crois que c'est la première fois que je revois ma mère nue, mais avec une couche. Et ça, cette étape-là, elle est bouleversante, on va dire. Je ne sais même pas quel mot utiliser, mais de voir ma mère décharnée, qui était plutôt une personne bien en chair et qui aimait la vie et qui aimait bien manger. Là, du coup, je vois son corps tout décharné et je la vois avec une couche. Et ça, c'est en bas, il y a marqué « ne pas oublier ». En fait, tout ce carnet, il me sert en tout cas, à ne pas oublier. Ne pas oublier toutes ces étapes et tous ces moments, hein. Mais il y a eu des beaux moments de joie et de bonheur et de caresses et tout ça, mais il y a eu aussi des moments traumatisants. Et que quand on n'a jamais vécu ça, on ne sait pas comment gérer ce truc-là, quoi. Donc là, après, la page de gauche, ça parle plus de la disparition. Elle commence à avoir une tête de mort et ses jambes commencent à disparaître. Et là, je me sens vraiment toute seule parce qu'il n'y a plus mes sœurs. Je suis vraiment toute seule et en fait, comment respecter comment chacun peut vivre cette expérience, on va dire, entre guillemets. Parce qu'en fait, je m'aperçois là que moi, ce que je vis, c'est pas la même chose que vit ma sœur, mon autre sœur, mes oncles, mes tantes, ma mère elle-même. Et comment on fait pour respecter chacun dans sa propre douleur. Et je sais plus, je mets un texte. Emprunter le passé devient insupportable, utiliser le futur est indispensable mais impossible, et le présent n'existe plus. En fait, c'est vraiment un moment où je me dis, mais je veux pas vivre ça, je veux pas ce présent. Donc, ou je vais chercher dans le passé, ou je vais chercher dans le futur, mais juste ça, c'est pas possible à vivre, quoi. Et la page d'à côté, c'est l'acceptation que la mort l'emporte, en fait, hein. Avec beaucoup de violence, mais il faut que j'accepte, quoi.
Ouais, ça c'est compliqué parce qu'en fait, une fois qu'on a accepté que de toute façon c'est inéluctable, c'est la question de pourquoi on laisse détruire un corps jusqu'au bout et jusqu'à ce qu'elle devienne... J'ai souvent l'image d'un petit oiseau au fond du lit qui est devenu tout maigre. Et en fait, on se demande pourquoi ça va jusque-là, pourquoi on n'arrête pas avant, pourquoi il faut aller jusqu'au bout, pourquoi il faut aller jusqu'à ce qu'elle vomisse, avec en plus c'est vraiment des odeurs de mort et tout ça, et pourquoi elle doit vivre ça, et pourquoi nous, on doit vivre ça. C'est un énorme questionnement en fait, hein, pour moi, c'est pourquoi aller jusqu'à cette étape-là, quoi. J'ai pas de réponse. Hein. Et après, la difficulté aussi, en soins palliatifs où elle était, tout le monde était super. Hein. Tout le monde était adorable et tout. C'était vraiment très chouette d'être accompagné par tout le service de soins. Par contre, cette espèce de bracelet autour du poignet avec des numéros, ça devient assez insupportable. Parce qu'en plus, il y a sa date de naissance et il n'y a pas encore sa date de mort sur ce bracelet. Et on sait qu'elle va arriver bientôt, donc c'est un peu difficile. Hein. Ça, c'est la page de gauche. Et la page de droite, c'est à un moment donné, même avec les infirmières et tout ça, on se demandait pourquoi elle ne partait pas. Parce que tout le monde pensait qu'elle allait mourir et elle était toujours vivante, même dans un état de presque plus vivante, de morte vivante, on va dire. Et du coup, avec mes sœurs, on décide de lui dire qu'elle peut partir, qu'on est prête. Même si avant, on n'a jamais pu en parler. De toute façon, elle est totalement... Elle ne sait plus quel jour on est, elle ne sait plus quel mois on est. Des fois, elle ne nous reconnaît pas. Mais du coup, on décide de lui dire qu'elle peut partir, de lui donner le droit de partir. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais voilà ce qu'on décide. Donc c'est ça, en fait, ça représente qu'elle peut sortir de son corps, en fait. Et là, c'est le jour où j'apprends sa mort. Je suis en train de faire un dessin. Je ne suis pas là. Alors que j'ai été beaucoup, beaucoup, beaucoup là. Et manque de bol, le jour où elle décide de partir. Je dis elle décide de partir parce que elle est morte le jour et à l'heure de son mariage. Et je pense que c'est ça qu'elle attendait pour mourir. Sachant que ma mère est une femme, était une femme divorcée, qu'elle a toujours attendu son mari toute sa vie et qu'elle est enterrée avec son alliance. Et on en a conclu, alors après on fait dire ce qu'on veut aux dates, aux chiffres et tout ça, mais bizarrement elle est morte le jour et à l'heure de son mariage. Alors après ce qui arrive, c'est la culpabilité. Pourquoi j'ai laissé ma mère mourir ? Je pense qu'elle savait qu'elle était malade bien avant de nous le dire et que quand elle est rentrée à l'hôpital, elle savait qu'elle n'en sortirait pas. Et là, moi, j'ai culpabilisé de ne pas m'être rendu compte que ma propre mère, était malade. Et là, c'est insupportable. C'est des cauchemars qui arrivent où, par exemple, on a vidé toute sa maison et je rêve qu'elle n'est pas morte. Et du coup, je trouve que je suis odieuse d'avoir tout vidé sa maison et qu'elle n'a plus rien, alors qu'elle voudrait revenir chez elle. Donc ça aussi, c'est compliqué l'après aussi, quoi. Et du coup, je vous parlais du mari, qui est mon père aussi, mais que je n'ai pas connu. Et en fait, 1 an après, mon père meurt d'un cancer aussi, mais que je n'ai pas suivi puisque je ne le connaissais pas. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est autant j'ai été malheureuse comme les pierres, on va dire, à la mort de ma mère, et mon père, aucune émotion. Je ne le connaissais pas, et du coup, ça ne m'a rien fait du tout. Ce qui est super étrange quand même. Hein. Et bizarrement, toujours dans les dates un peu bizarres, hein, il est enterré le 14 février, qui est le jour de la Saint-Valentin.
Et je me suis dit qu'ils devaient peut-être se retrouver dans la mort, tous les deux. C'était peut-être leur destin de se retrouver quelque part, même si c'est dans l'au-delà. Donc en fait, j'ai repris une photo que j'avais d'eux, c'est au moment de leur fiançailles, je crois. Et du coup, je l'ai fait qu'ils se retrouvent dans la mort. Et quelque part, ça me rassure, on va dire. On s'arrange un petit peu comme on peut avec la vie, en fait. Voilà. Et après, ça c'est du coup, il y a quelques images après, mais vous pouvez en voir aussi à l'entrée. C'est que ce qui a changé après dans mon travail, je pense que le travail que j'avais fait avant sur les violences envers les femmes m'a permis de pouvoir faire un carnet pendant la maladie de ma mère. Et après, j'ai eu la nécessité de retourner dans mon carnet et d'en faire quelque chose de ces images. Donc là, je reprends la louve. Et c'est des très grands formats. Et en fait, c'est des très grands formats parce que j'avais l'impression que ma seule solution, c'était mon art, à tel point que je fais des grands formats où je peux me mettre dedans. Et là, je reprends une position de fœtus qui est dans une femme, quoi. Donc, je pense que c'est ce qui m'a sauvé mon art. Et là, je crois qu'il y a encore quelques images, voilà, de ce que j'ai fait après. Donc, ça parle beaucoup de la mort, des racines qu'on a, comment ma mère peut m'aider à continuer à vivre, comment quelqu'un qui est mort peut continuer d'exister à l'intérieur de nous. Voilà. Et après, ça, c'est plus sur le poids qu'on porte après, qui parlent du poids et de la vie et de la mort. J'ai fait aussi quelques photos là-dessus. La photo de gauche s'appelle Mother on my back. Et après, justement, sur tout le soutien et tout ça, ça c'est la dernière image du coup. Voilà. Voilà. Merci. Si, je peux. Okay. Avant que, si vous le souhaitez, en tous les cas, vous puissiez poser des questions ou partager avec Catherine les réflexions, les émotions, en tous les cas, que son témoignage a suscité. En tous les cas, je laisse Catherine nous lire un texte qu'elle a écrit l'an dernier, en 2017, autour justement de l'accompagnement et de ce qu'elle peut vivre, et de ce qu'elle pouvait vivre encore, en tous les cas en 2017. Oui, parce que du coup, ça nous poursuit. Hein. Après, c'est qu'est-ce qu'on devient sans ou avec, parce que moi, je crois que j'ai réussi à, du coup, au lieu d'être sans ma mère, elle est avec moi maintenant. Mais il faut du temps pour ça. Et du coup, j'ai écrit ce texte, du coup, 4 ans après. J'espère que je vais pouvoir vous le lire jusqu'au bout. Hein. Vous m'excuserez si je bloblote un peu. Je suis perdue, seule assise au fond du grand bar sombre. Et tu me manques. Tes caresses, tes douceurs, tes odeurs, tes regards, tes rires aux larmes. Mon corps te réclame. Je voudrais sentir ton souffle sur ma nuque, ta main sur mon bras, ta voix dans mon oreille, ta bouche humide sur ma joue. Tu me manques terriblement. Tu me manques viscéralement. Je te parle et tu ne me réponds plus. Je t'implore et tu ne me réponds plus. Tous les jours, je tente d'être ta fierté, ta bonté, ton altruisme, ta gentillesse, ta compréhension, ton dévouement. Tous les jours, je tente d'être juste ta fille. Merci beaucoup pour la richesse et la force de cette intervention, de cette présentation. Mais j'étais très fière
de participer parce que pour moi c'est important de partager et de me dire que si ça pouvait aider d'autres, voilà, c'est important, même si c'est pas facile. Merci en tout cas. Merci à vous en tout cas de m'avoir écouté.